cette crise aujourd'hui que nous traversons met en tension toute l'activité économique de toutes les entreprises dans le monde entier, et en particulier le réseau des fournisseurs est mis sous tension, et c'est celui qui est un des plus impactés, en particulier quand nous sommes dans une île où on est dépendant des uns et des autres, que ce soit au sein de l'île, mais aussi au sein des matières premières ou des services qu'on a l'habitude de recevoir de l'extérieur. On est d'autant plus impacté. Donc, le propos d'aujourd'hui est de vous rappeler, parce que j'imagine bien depuis plus de 30 jours, vous êtes confinés, que vous, chef d'entreprise, vous avez déjà pris des décisions, mais il nous a paru intéressant de revenir sur les éléments importants en termes de réflexes à avoir dans la gestion de ce type de crise, et en particulier sur le réseau des fournisseurs, et se préparer aussi à la reprise, parce qu'il y aura une reprise, et ce type de situation, il faut que nous apprenions de ce type de situation pour pouvoir mieux gérer si ce type de crise devait revenir, en particulier sur tout ce qui concerne le réseau fournisseur et le réseau, la chaîne d'approvisionnement. Alors, nous nous sommes prêtés à questionner plusieurs chefs d'entreprise pour essayer d'identifier les risques fournisseurs qui sont rencontrés en Guadeloupe. Les risques rencontrés sont similaires à ceux que nous avons dans le monde. Il y a des risques à court terme qui sont des risques liés au transport. Donc ça, vous êtes bien conscient, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, où nous sommes tributaires de tout ce qui est transport maritime et aérien pour faire venir nos matières premières, nos biens de consommation, nos outillages, etc. Donc ça, c'est un élément important de ces derniers temps. Donc derrière, par contre, voie de conséquence, c'est les ruptures d'approvisionnement. Donc ce qui veut dire que vous, si vous avez des biens ou des services, vous n'allez pas pouvoir honorer vos clients de la bonne manière que vous devriez le faire. Un problème de stock aussi. Certains chefs d'entreprise nous ont fait part de mauvaise gestion de stock, et ils se retrouvent avec beaucoup de stock actuellement qui leur permet de répondre ponctuellement, c'est le fait du hasard, et d'autres qui ont bien évidemment un flux tendu et donc pas anticipé de stock de sécurité, par exemple, ce qu'on fait souvent dans des stocks de sécurité stratégique au niveau d'État. Et bien, un point important qui est le stockage. Ça, c'est très spécifique à la Guadeloupe. Certains et de nombreux chefs d'entreprise nous ont mentionné le fait que, en fait, ils connaissaient des problèmes de stockage. C'est-à-dire qu'il manquait d'espace de stockage. C'est peut-être surprenant ce que je suis en train de vous dire, mais il n'y a plus de consommation, il y a l'arrivée de certains biens, et donc il manque le problème de stockage. Donc si parmi certains d'entre vous ont des lieux de stockage, des zones de stockage, faites-le savoir, parce qu'on peut aussi s'entraider. Et un élément clé qui a été identifié à court terme, c'est la trésorerie, dû au contexte, je veux dire, et la structure du marché local, les petites structures, c'est la trésorerie. C'est le problème de trésorerie où les fournisseurs, derrière votre réseau fournisseur, que ce soit ici en local ou que ce soit aussi dans l'Hexagone ou dans le monde, en fonction de leur taille, faire tourner leurs activités, la trésorerie, comme tout chef d'entreprise doit le savoir, est un élément clé de l'activité. Un élément à court terme qu'on est en train de découvrir, que certains sont en train de découvrir, vous redécouvrirez, c'est les fournisseurs de rang N-1 qu'on appelle. Qu'est-ce que ce sont ces fournisseurs-là? Ce ne sont pas les fournisseurs avec qui vous avez l'habitude de traiter en direct, mais les fournisseurs de vos fournisseurs. Donc, en fait, ce sont ceux-là qui, en général, sont en difficulté et qu'on n'a pas forcément connaissance. Du moins, on n'a pas pris le temps de les connaître. Et tout d'un coup, votre fournisseur ne peut plus répondre à vos besoins pour la bonne et simple raison, c'est que ces fournisseurs connaissent des difficultés. Donc, c'est un élément là-dessus sur lequel je vais revenir. Augmentation ou diminution de prix à court terme. Vous avez vu le pétrole, il baisse. Actuellement, il y a même des compagnies qui proposent de vous payer pour que vous achetiez du pétrole. D'accord? Donc, on est une situation un peu vraiment spécifique dans le monde. Ici, vous l'avez vu en Guadeloupe, pareil, à la pompe, les prix ont baissé. Mais il va y avoir aussi potentiellement des augmentations de prix à court terme, voire à long terme. Donc, ça, on était sur les aspects court terme. Pour la Guadeloupe, transport, trésorerie, stockage, c'est ce qui est remonté de la discussion que nous avons pu avoir avec certains chefs d'entreprise. Moyen terme et long terme, c'est le risque de faillite.
qui est lié à la trésorerie ou pas derrière. Donc, ce qui veut dire que si vous travaillez avec certains fournisseurs de façon limitée, avec un ou deux fournisseurs, le risque derrière, c'est que ces fournisseurs ne puissent plus vous proposer des services ou des biens. Donc, derrière, il risque diminution de l'offre. Donc, qui dit diminution de l'offre, potentiellement une tension sur les marchés. Le pouvoir des fournisseurs, ceux qui resteront sur les marchés, potentiellement pourraient augmenter le prix si effectivement il y a une demande qui augmente de notre part en tant que, je veux dire, chef d'entreprise et moins de fournisseurs sur le marché, bien évidemment, c'est l'équilibre offre-demande. Donc ça, ce sont les éléments moyen long terme. Qu'est-ce que vous pouvez, quelques préconisations à court terme. Alors, les préconisations que je vais vous donner, en fait, s'appliquent bien quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une petite, une moyenne, une grande. Ce sont des principes de base qui sont importants à connaître. Alors, les préconisations à court terme, que vous avez certainement, j'en suis sûr, mis en place déjà depuis quelques jours, mais je préfère peut-être, même si je vais aller rapidement, préfère peut-être les réitérer. Donc, en interne à l'entreprise, gérer cette crise. J'imagine que chacun d'entre vous a sa manière de gérer la crise et derrière de mettre en place, d'intégrer la partie achat et chaîne d'approvisionnement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut le piloter. Les actions que vous avez pu mettre en place, qu'elles donnent en termes de résultats. Donc, pour ça, il faut faire un diagnostic achat. Je reviendrai ensuite après sur un diagnostic achat où ce qui est important, c'est d'identifier quels sont vos fournisseurs, quels sont les produits qui sont à risque pour vous, et donc derrière, savoir sur quoi vraiment vous engager. Je vais y revenir un peu plus avec une petite méthodologie. On est sur les achats, mais on est aussi sur la demande, c'est-à-dire la partie client, la partie aval. Donc, ce qui est important, c'est en fonction de la demande de vos clients, mais vous allez adapter aussi vos commandes. Autant faire se peut. Je sais très bien que certains m'ont dit, nous, on a déjà commandé parce que, compte tenu des délais d'approvisionnement, et les marchandises sont en cours d'arriver ou vont arriver. Comment vous pouvez intégrer ces éléments-là de façon à réduire ou stopper certaines commandes? Puisque derrière, c'est une sortie de trésorerie, c'est un problème de stockage qu'il va falloir financer. Identifier ce qu'on appelle des options rapides de sourcing. Donc, c'est-à-dire le sourcing, trouver de nouveaux fournisseurs. Quand vous avez un fournisseur ou deux fournisseurs préférentiels qui ne peuvent plus vous livrer, trouver rapidement de nouvelles sources de fournisseurs. Et agir. Je suis revenu plusieurs fois là-dessus, donc je ne vais pas à nouveau revenir sur le point. C'est de communiquer avec eux. N'hésitez pas tout de suite de communiquer avec vos fournisseurs. Alors, on ne peut pas communiquer avec tous les fournisseurs. C'est les fournisseurs les plus critiques et stratégiques pour vous, ceux qui vous mettent en défaut potentiellement d'activité. Donc, communiquer. S'assurer que ces fournisseurs-là, qu'ils soient stratégiques ou critiques, quelle est leur situation? Est-ce qu'ils sont en bonne situation? Est-ce qu'ils arrivent à gérer la situation? Est-ce qu'ils sont en capacité de vous répondre? Lancer des actions avec ces fournisseurs-là. Et encore une fois, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'accord? Et surtout avec les fournisseurs critiques. N'hésitez pas si votre trésorerie vous le permet et que ce fournisseur critique, par exemple, a payé au comptant. Renégocier, revoyez les conditions de paiement. Ça rassurera votre fournisseur et celui-ci sera plus enclin à travailler avec vous. Les clauses que vous avez avec certains fournisseurs. Acceptez les augmentations de prix. Ça vous paraît surprenant pour un acheteur? Oui, je vois des gros yeux. Mais pour un acheteur, pourquoi? Parce que derrière, encore une fois, vous, ce qui est important, c'est le niveau de risque que vous prenez, ne pas pouvoir subvenir ou satisfaire vos clients. Des fois, il vaut mieux accepter une augmentation de prix, mais pouvoir faire du business in fine. Donc, c'est quelque chose qui est surprenant. Et je peux vous dire que pour avoir vécu en tant que directeur achat la crise de 2008 dans les subprimes, il y a eu des moments où nous avons pu renégocier avec les fournisseurs, mais aussi où nous avons dû accepter les augmentations de prix. Mais heureusement, nous avons pu maintenir notre business derrière. Réorganiser la chaîne de logistique, autant faire se peut. De se dire, alors, je sais qu'il y a des initiatives qui sont lancées pour pouvoir sourcer localement ou régionalement. On ne peut pas tout sourcer
approvisionner en local. Mais c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut toujours aller chercher, par exemple, en Asie? Aujourd'hui, on est dépendant, à 80% des entreprises sont dépendantes de l'Asie. On voit bien la limite que ça impose. Après, c'est un choix stratégique. Où on va chercher ces matières? Et contacter les transporteurs, j'imagine que tous, vous l'avez fait. Alors, diagnostiquer, faire un diagnostic de ses achats. Je pense que ça, c'est un point important en tant que décideur et en tant que consultant achat ou quand on a une responsabilité dans les achats, quelle que soit la taille de l'entreprise. En fait, il faut connaître effectivement son panel fournisseur. Et ce diagnostic consiste à faire une évaluation des risques. Une évaluation des risques passe par deux éléments à analyser. C'est quelle est la probabilité que ce fournisseur-là connaisse un problème, une défaillance. Est-ce que c'est faible jusqu'à est-ce que c'est très fort? Et quel est l'impact de ce risque? Est-ce que ce fournisseur, s'il m'arrête de livrer des stylos, je peux continuer à faire mon business? D'accord? Donc ça, c'est l'impact. Et l'impact peut être qualifié de faible à très fort. Et bien évidemment, vous allez vite comprendre que là où vous allez vous concentrer à très court terme, c'est là où vous avez une probabilité forte d'occurrence du risque, donc le risque apparaisse et que l'impact est maximal. Et là, en tant que chef d'entreprise, décideur, vous allez prendre ces fournisseurs-là et regarder attentivement quels sont les risques, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour diminuer ces risques, donc gérer ce risque fournisseur. C'est ce qu'on appelle la cartographie des risques fournisseurs. Et ensuite, lancer ces actions au plus vite et les piloter. Donc ça, c'est une étape essentielle à faire. Globalement, la gestion du risque, c'est une compétence que les chefs d'entreprise doivent impérativement mettre en place. Et en particulier, aujourd'hui, dans le risque fournisseur que nous connaissons, c'est un élément aussi à maîtriser et à piloter. Donc, c'était sur le diagnostic et la cartographie des risques. Alors, j'avais une photo qui était intéressante à vous montrer. Malheureusement, je ne peux pas, mais je vais vous l'expliquer. En fait, aujourd'hui, vous avez des pratiques achats qui sont connues et utilisées normalement par l'industrie, enfin l'industrie, j'entends par vous tous, par nous tous. Je vais prendre un exemple. Tout ce qui est négociation de contrat, il est communément, je veux dire, accepté que en tant que vous faites des achats, vous lancez des appels d'offres. C'est pas systématique, croyez-moi. Et vous lancez des appels d'offres. Et il y a des compétences pour lancer des appels d'offres. Vous négociez vos contrats et vous faites vivre votre contrat. Donc ça, c'est communément ce qui est accepté et qui est fait dans la plupart des entreprises. Un élément qui n'est très peu fait, c'est tout ce qui est risque fournisseur, la gestion du risque fournisseur et de sa chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est un élément que les entreprises qui vont s'en sortir prochainement et qui vont pouvoir sortir et utiliser le réseau fournisseur vont être en avant. Et vous le voyez bien, alors les grands groupes communiquent facilement. Qu'est-ce que font les grands groupes? Elles mettent sur, dégagent la trésorerie pour aider les petites structures. Okay. Donc, parce qu'elles savent très bien que les fournisseurs, s'ils sont aidés, derrière, quand ils vont vouloir vous servir en produit ou service, vous serez les premiers. Il y a un adage dans les achats qu'on dit souvent, les meilleurs fournisseurs choisissent leurs clients. Un fournisseur qui est sur un marché, qui est connu, reconnu, il est capable de décider avec qui il va aller travailler. Donc, à vous de séduire les fournisseurs de façon à ce qu'ils continuent à travailler avec vous quand la crise, enfin, quand ça va reprendre. Alors, après la crise, donc, il y a déjà anticipé la sortie de crise. Parce que là, on va sortir de la crise. Donc, déjà, pour vous, mais c'est normal, c'est être attentif à la gestion du cash. Donc, toutes les aides qui sont mises en place aujourd'hui par les institutions sont importantes pour votre trésorerie en termes opérationnels. Quand je dis opérationnel, c'est vis-à-vis de vos fournisseurs. Bien évidemment, il y a les salariés, il y a toutes ces mesures-là. Là, aujourd'hui, on se centre sur les fournisseurs. Donc, encore une fois, si un fournisseur est critique pour vous, n'hésitez pas à faire un paiement exceptionnellement, un paiement comptant. D'accord? Revoyez vos pratiques. Être agile dans le pilotage de ces fournisseurs. Maintenant, là, tout de suite. Effectivement, vous avez des contrats. Moi, personnellement, j'ai des contrats. On a des clauses. Derrière, faites preuve d'agilité, de souplesse par rapport à cette situation. Bien sûr, on peut mettre tous les avocats
et derrière rentrer en conflit, mais personne n'y sera gagnant là-dessus. Donc, gérez, et si vous ne l'avez pas fait, identifiez les risques fournisseurs, lancez vos actions et, comme on dit, monitorez-les. Donc, suivez vos actions. Ça, c'était important. Donc, c'est pour la sortie de crise. Donc, faire ce qu'on appelle un mapping, un diagnostic de vos fournisseurs et des problèmes. Ensuite, après, sur du moyen et long terme, on va tirer les enseignements de cette crise. Chaque fois qu'on connaît une difficulté, on est dans l'amélioration continue. Donc, qu'est-ce que j'ai retiré de cette situation-là? Et d'ailleurs, on fait preuve tous d'innovation dans cette période-là, de prise de risque, de revoir nos méthodes de travail. Donc, avec nos fournisseurs, peut-être que vous avez mis en place des nouvelles manières de coopérer. Donc, comment vous pourriez les utiliser pour les faire perdurer si ça a été un résultat? Donc, intégrer ou renforcer la gestion de crise, ça me paraît indispensable que vous, en tant que décideur, vous ayez ce réflexe gestion de risque. D'accord? Et bien évidemment, appliquer dans ce cas-là aux fournisseurs et à la chaîne d'approvisionnement, toute la supply chain. Et quand je dis ça, c'est de bout en bout. C'est-à-dire votre fournisseur, et est-ce que votre fournisseur, c'est lui identifier les risques de ses fournisseurs? OK? Alors, les outils modernes, les outils de tracking d'informations, il y a des logiciels qui sont spécifiques là-dessus. Et toute la veille que vous pouvez faire sur Internet vous permet aussi d'avoir des signaux faibles qu'on appelle, des éléments qui vont permettre de voir si effectivement vous arrivez à avoir des informations sur les fournisseurs de vos fournisseurs. Diversifier le réseau fournisseur. Ça, c'est important, donc trouver d'autres sources en termes de fournisseurs, que ce soit en service ou que ce soit en produit, et connaître vos fournisseurs. Il est impératif que fournisseurs stratégiques et critiques, régulièrement, vous savez dans quelle situation il se situe. Revoir sa chaîne d'approvisionnement pour la rendre plus résiliente et durable. Résiliente, ça veut dire capable de résister et de s'adapter aux situations et aux crises. Donc, si vous avez un fournisseur qui est en Chine et la situation se reproduit, quel est le fournisseur ou la manière que vous allez opérer de façon à sécuriser ces approvisionnements? Peut-être par un deuxième fournisseur. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Je suis consultant, mais au travers de ça, j'ai une activité touristique. Donc, c'est du concret ici en Guadeloupe. En fin d'année dernière, donc j'avais un fournisseur qui s'occupait des prestations d'espace vert. En discutant par mon réseau, j'ai appris que ce fournisseur connaissait des difficultés. Donc, tout de suite, ce que j'ai fait, c'est trouver un autre fournisseur pour pouvoir continuer la prestation d'espace vert qui est critique pour, la beauté du site. Donc, vous voyez, être attentif, être à l'écoute et mettre des choses simples. On peut le faire chacun à notre niveau. On n'a pas besoin d'être un grand groupe pour le faire. C'est souvent du bon sens, mais il faut l'inscrire dans ses process ou dans ses pratiques régulières. Donc, on a là, c'est utiliser le retour d'expérience pour s'améliorer. Donc, ça, c'est important que aujourd'hui, échanger aussi. On est tous autour de cette réunion virtuelle. Vous avez tous des bonnes pratiques, vous avez des idées à partager. Donc, n'hésitez pas entre nous tous, n'hésitons pas de partager. En conclusion, qu'est-ce que je vous dirais? Je vous dirais, la gestion des risques, vous l'avez compris, ça s'applique aux achats, mais plus globalement à tous les secteurs de l'entreprise. Et les achats en font partie. Vos fournisseurs, vous devez les connaître. Vous devez avoir un panel fournisseur maîtrisé, connu en particulier ceux qui sont critiques et ceux qui sont stratégiques. Donc, il y a des outils qui existent, il y a une méthodologie à appliquer de façon à avoir ce panel fournisseur et se concentrer là-dessus. Donc, ce qui amène à avoir une approche stratégique de vos achats et de votre supply chain. C'est pas quand j'aurai le temps de le faire que je le ferai. Les achats, ce sont un métier, ça appelle des compétences particulières, c'est un métier. Ils font appel à des pratiques, des outils comme la finance, comme les ressources humaines. Donc, quand vous avez ramené à votre chiffre d'affaires 70% de votre chiffre d'affaires qui est fait au travers des fournisseurs, il me paraît indispensable, je le disais dans mon teasing, il me paraît indispensable que vous mettiez, vous investissiez, vous augmentiez vos compétences au niveau des achats. Et donc, soyez agiles et résilients. Vous voyez, aujourd'hui, on se fait tous des visios, on est tous à distance sans forcément passer 1 heure dans les transports pour aller sur Jarry.
D'accord? Donc, je pense qu'on est capable de le faire. Moi, ça fait 15 ans que je travaille comme ça. Et nous tous, on est en train de découvrir que, ma foi, ça marche plutôt bien. Bien évidemment, on aime le contact. Il y a des choses qu'il faudra discuter. Il y a des compétences à développer quand on fait des visios. Et en particulier, quand on s'amuse à négocier. Il y a des choses à développer. Mais vous voyez qu'on est capable de le faire. Donc, être agile et faire en sorte que ce que nous mettons en place soit durable dans le temps. Voilà un petit peu les éléments que je voulais échanger avec vous. Et a priori, je suis à l'heure. Donc, je vais être disponible pour les questions que vous auriez. Merci de votre attention. Jean-Michel Gendre, déjà merci pour ces éléments qui, pour moi, je pense, sont très importants concernant la gestion des risques des fournisseurs. Je suis moi-même confronté, je pense que comme tout le monde, je suis dirigeant d'entreprise et je me pose beaucoup de questions sur la capacité de mes fournisseurs à pouvoir continuer à répondre à mes demandes. Et j'assisterai, peut-être je ferai un commentaire sur la communication, parce qu'on est tous isolés, avec parfois très peu de communication concernant nos fournisseurs. Donc, je pense que c'est important de continuer à communiquer avec eux. Et comme l'a précisé Jean-Michel, important d'avoir une idée de leur situation actuelle. Parce qu'il y a certains fournisseurs, pour ma part, moi j'agis dans le domaine de l'électricité, certains fournisseurs continuent à pouvoir nous fournir en termes de matériel, mais qu'est-ce qu'il en est de leur stock? On n'a pas de visibilité sur leur stock. Est-ce qu'ils pourront répondre à la demande lorsque la crise sera passée? Parce que je pense, à mon sens, qu'il y aura certainement un goulot d'étranglement concernant les livraisons lorsque la crise va passer. Donc, au niveau des transporteurs, je pense que c'est important de pouvoir anticiper, comme Jean-Michel le dit, cette reprise. Alors, il y a eu quelques réactions concernant le fait de pouvoir accepter les augmentations de prix. Moi, je le connais aujourd'hui. J'ai certains fournisseurs qui ont augmenté leur prix. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi le prix a augmenté. Alors, parfois, il y a des fournisseurs qui augmentent les prix parce qu'ils ont été obligés de changer de transporteur ou ils ont été obligés de changer ou peut-être passer par d'autres fournisseurs de rang 2 ou 3 pour pouvoir continuer d'assurer certains services. Et donc, l'augmentation de prix est forcément bien souvent justifiée. Donc, c'est à nous de nous rapprocher des fournisseurs pour comprendre pourquoi les prix ont augmenté. Et si on n'a pas d'autre choix que de payer avec des prix qui augmentent, eh ben, on n'a pas d'autre choix. Il faut l'accepter. Alors, moi, je voudrais apporter un complément là-dessus. Je pense qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi ces augmentations de prix. D'accord? C'est important de savoir qu'est-ce qui fait que ce fournisseur a soudainement augmenté son prix. Est-ce que c'est lié à la rareté, à l'augmentation de ses fournisseurs, les problèmes qu'il a lui-même à trouver, les matières premières, on va dire, ou les services, ou est-ce que c'est un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'il se retrouve seul sur le marché et dans ce cas-là, il essaie d'en profiter pour augmenter sa marge. C'est la première des éléments à poser. En fonction de ces éléments-là, de savoir, mais est-ce que ce fournisseur-là, pour vous, est critique ou pas? Donc ça, on en revient toujours à la même chose. L'évaluation du risque. Soit ce fournisseur est très critique pour vous et il vous indique que c'est augmentation temporaire parce qu'il a été obligé de se replier, lui, sur un autre fournisseur qui est plus cher. Vous voyez comment vous pouvez l'assumer en termes de trésorerie sans forcément impacter le client, dans un premier temps. Deuxièmement, ça peut être aussi de le répercuter sur le client parce que vous aussi, vous connaissez la même difficulté. Donc, en fait, tout dépend de la situation, de la criticité et du volume que vous avez avec votre fournisseur. Mais la première des choses, c'est est-ce que ce fournisseur est critique ou pas pour vous? Deuxièmement, en savoir un peu plus pourquoi il a augmenté. Est-ce que c'est temporaire, il reviendra sur ses prix, ou est-ce que c'est il a décidé et il n'a pas de question? Une réponse précise. S'il n'a pas de réponse précise, il faut essayer d'insister pour savoir quelle est sa stratégie ou du moins son avis sur la question. Parce que, bien évidemment, il y a des petits malins qui vont essayer d'en profiter pour essayer de se faire
bien évidemment, un peu plus de chiffre d'affaires pour essayer de récupérer ce qu'ils ont perdu pendant 3 semaines ou un mois, ou augmenter leur marge. À vous d'identifier cela et de voir si c'est un opportuniste ou non. On a la question d'Isabelle, d'Ijanaja Consulting, qui dit comment faire face à d'éventuelles augmentations de tarifs des différents fournisseurs. Encore une fois, connaître votre panel fournisseur, est-ce qu'ils sont importants, critiques pour vous ou pas. D'accord, voilà. Donc ça, c'est important. Et ensuite, discuter avec eux, en savoir plus. Qu'en pensez-vous donc de la transparence et du manque de transparence dans les affaires? Moi, je pars du principe, mais ça n'engage que moi, mais pour avoir travaillé beaucoup à l'international, en Europe et ailleurs, que la transparence est importante dans les affaires. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas transparent, si c'est important pour vous, est-ce que vous avez envie de continuer à faire du business avec vous? Si vous sentez qu'un fournisseur il est en train d'essayer de profiter de la situation, ça veut dire qu'une prochaine fois, il profitera encore de la situation, ou il a déjà abusé de vous à un instant donné. Donc, c'est une question qu'il faut vous poser. Moi, je pense que la transparence en affaires est importante, et d'autant plus que maintenant, avec le mode collaboratif, les réseaux sociaux, etc., tout se sait rapidement, tout se partage. Donc, je pense que transparent, oui. Ensuite, chacun va développer son business, va négocier, va regarder ses intérêts, et c'est normal, tout à fait normal. Mais transparence, honnêteté et éthique sont importants. Ça, je vous donne, moi, 20 ans, 25 ans d'expérience professionnelle, dont plus de 10 ans dans les achats. Alors, on a une autre question de Dominique Danier qui demande quel est le positionnement des opérateurs économiques de Guadeloupe vis-à-vis des contrats en exécution au niveau de la commande publique? Les dispositions de l'ordonnance en vigueur sont-elles utiles et sont-elles mises en œuvre? Positionnement des opérateurs économiques de la Guadeloupe vis-à-vis des contrats en exécution au niveau de la commande publique. Est-ce que vous pourriez préciser exactement ce que vous entendez? Est-ce que c'est vous êtes une entreprise qui a contracté, qui a un contrat avec un organisme public? Bonjour, oui. Vous m'entendez? Oui. Alors, justement, nous sommes acheteurs publics. Oui. Donc, nous avons en face de nous des prestataires sous contrat d'exécution avec des marchés et oui. des cahiers des charges à exécuter. Oui. Et donc, une ordonnance est apparue justement oui. pour gérer toute la particularité de la situation liée au Covid oui. qui met les entreprises en difficulté d'exécution. Oui. Voilà. Et donc, il y a une ordonnance qui est parue et qui donne un certain nombre d'actions possibles pour les opérateurs économiques en difficulté justement face à la commande publique. Alors moi, c'était pour savoir un peu, est-ce que la question est appréhendée au niveau de nos entreprises localement? Si l'information a été dispensée, il y a toujours des manques de communication, où il y a des défauts, où on n'a pas eu l'information, mais c'est bien que vous le rappeliez. S'il y a des mesures qui ont été prises de façon à, je ne sais pas si le mot assouplir est le mot le bienvenu, mais du moins faciliter et gérer, il faut que les entreprises, effectivement, l'utilisent. Derrière, moi, je me positionne en tant qu'acheteur là-dessus. Je pense aussi que la puissance publique, vous, acheteurs publics, bien évidemment, il va y avoir une certaine souplesse, une certaine compréhension, mais on va rester dans des choses, je veux dire, concevables et honnêtement acceptables. On n'est pas là pour dire, ça y est, le robinet est ouvert, on y va. Parce qu'au final, tout ce système, on y est tous dedans. Donc, on revient à la transparence et l'éthique. Donc, effectivement, les entreprises, peut-être qu'il va y avoir plus de souplesse et de facilité, comme par exemple le paiement accéléré, des éléments comme ça, peut-être possibilité d'accepter, je ne sais pas, c'est juste une hypothèse, certaines augmentations de prix, parce que nous, secteur privé, marchand, on a des augmentations et donc on va les répercuter, il y aura certainement des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut quand même que ça soit respectable dans, je veux dire, raisonnable. Voilà, c'est le terme que je cherche. Donc, merci de ce commentaire. Ça permet de ceux qui n'étaient pas au courant de peut-être se rapprocher de ces éléments-là et de voir dans quelle mesure ils peuvent l'utiliser pour passer cette crise. Mais on ne le perdure pas. Comment faire face à la flambée du coût du fret aérien déjà annoncé et probablement maritime à venir? Ça, c'est une bonne question. Difficile pour moi d'y répondre parce qu'en fait, c'est des marchés captifs pour certains acteurs. Derrière, donc, effectivement, derrière, on va avoir
va falloir l'intégrer. Et derrière, il va falloir regarder ce qu'on appelle le coût total de possession dans les achats. C'est effectivement, s'il y a un élément qui augmente beaucoup, sur quoi on peut travailler pour essayer de réduire les autres éléments. Je ne parle pas d'augmentation de prix vis-à-vis du client pour l'instant, c'est comment réduire les autres parties. Donc, en fait, décomposer tous les éléments du coût, constituant le prix d'un service ou d'une matière, et essayer de voir sur quoi on peut jouer. Ça peut être sur des contrats cadres plutôt longue durée avec certains fournisseurs pour essayer de négocier des prix globaux. Ça peut être de regrouper des commandes avec d'autres. Il y a plusieurs possibilités d'action, mais là, effectivement, il y aura des augmentations de prix qu'il va falloir essayer de gérer en décomposant et en regardant tous les éléments. Est-ce que vous ne pouvez pas être plus performant, vous, au sein de vos entreprises, quand vous passez des commandes? Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Je vais vous donner juste un exemple. Quand j'ai commencé dans les achats, on achetait des vis et des boulons. Ces vis et des boulons, on les achetait à raison de 50 unités par semaine. Le fait juste de les globaliser tous les mois, on a baissé les prix de 42%. Donc, et rien n'avait changé sur le reste. Et pas de négociation avec les fournisseurs. Donc, ayez des réflexes aussi simples, entre guillemets, que ça. Mais regardez tous les éléments constituant un prix. Comment les coûts de possession et d'acquisition, concernant les coûts de possession d'acquisition, est-ce que le groupement pour les petites entreprises sont vraiment efficaces? Alors, ça peut être efficace, bien évidemment, à condition de pouvoir le structurer et d'avoir les mêmes besoins. C'est là où, derrière, il faut regarder et faire une analyse. Donc, c'est à plusieurs, on est plus cher. Donc, c'est la massification des achats qu'on appelle. Donc, derrière cela, peut-être il y a une initiative à lancer, à partager, à faire des regroupements, effectivement. Donc, peut-être un service à créer. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais oui, ça fonctionne à condition d'avoir quelque chose de structuré et des produits similaires, ou alors d'organiser un transport ensemble. Ok. Donc, on a une question d'Isanaja Consulting. Pensez-vous que cette crise encouragera le sourcing caribéen? Ben, je l'espère bien. Je l'espère bien. Parce que si vous faites l'analyse de votre supply chain, votre chaîne d'approvisionnement, et que vous voulez réduire la dépendance par rapport à l'Europe ou à l'Asie, et aussi en même temps faire une action, de RSE, ben, je pense qu'on a tout intérêt à regarder ce qu'on peut faire ici, en local ou en régional. Alors, bien évidemment, derrière, la question va se poser, les coûts. Allez dire, ouais, si on source en Martinique, c'est pas les mêmes prix que si on source en Chine, bien évidemment. Donc, c'est là où il faut regarder toute sa chaîne de valeur et regarder effectivement comment on positionne ses produits et comment on peut réduire aussi ses prix. Donc, ça, c'est toute une analyse de la chaîne de valeur, y compris les achats qu'il faut regarder. Les freins, aujourd'hui, au sourcing caribéen et non européen. Alors, je ne suis pas un spécialiste précisément de tous les freins. Vous mentionnez la douane, oui. Et puis, il y a un élément, c'est que nous, on fait partie de la zone européenne. Donc, il y a tout ce qui est normalisation, certification, qui fait qu'on est dans l'obligation, pour certains d'entre nous, d'aller chercher du sourcing en Europe pour avoir l'autorisation de mettre les produits sur le marché. Donc, effectivement, je sais qu'il y a des discussions en cours entre les différents, collectivités et départements pour essayer d'assouplir et de faire plus de business, on va dire, caribéen. Mais peut-être qu'il y a une opportunité actuellement pour essayer de trouver des sources et de forcer un petit peu le passage par la pratique sur peut-être des sourcings non critiques, mais qui vont montrer l'exemple pour ouvrir une brèche sur autre chose. Oui, la langue, la fiscalité, les normes. Alors la langue, il faut parler anglais, espagnol, principalement dans la Caraïbe. Donc là, on en vient aux compétences. Donc on vient aux compétences achats en tant que telles, mais aux compétences plus globales pour faire du business international. Jean-Michel, peux-tu nous donner quelques exemples d'audit fournisseurs ou quelques préconisations pour pouvoir auditer nos fournisseurs et avoir plus d'informations sur la santé de nos fournisseurs? Oui, alors, coupe ton micro. Alors, oui, alors, quand je parlais de la connaissance fournisseur, elle est primordiale, d'accord? Elle est primordiale. Donc, ce qui passe, quand vous faites des appels d'offres,
en particulier quand ce sont des produits qui sont stratégiques, et là on en revient à une approche stratégique des achats et des produits que vous voulez sourcer ou des services que vous voulez sourcer, donc de connaître vos fournisseurs. Donc dans les appels d'offres, et même de façon régulière, d'avoir des informations, d'avoir des petites fiches où vous allez décrire, bon, effectivement, quelle entreprise, ça a des informations classiques, son chiffre d'affaires, sa rentabilité, ses clients, ses types de produits. Allez regarder sur les réseaux et sur le net sa santé financière, quand elle ne veut pas vous envoyer ces éléments financiers, de façon à commencer à apprécier le profil du fournisseur, sa viabilité. Il est intéressant de connaître par exemple ses clients. Voilà. Il est intéressant de savoir qu'est-ce que vous représentez chez ce fournisseur. Ce qu'on appelle le taux de dépendance. Si vous représentez quasiment rien chez ce fournisseur, vous n'avez aucun levier de négociation, de discussion. Donc, ce qui veut dire que globalement, le jour où le fournisseur a une difficulté, comme actuellement nous pouvons avoir, peut-être que vous ne serez pas prioritaire chez lui. Donc là aussi, la gestion du panel fournisseur et cette connaissance est primordiale. Primordiale. Alors, vous allez me dire, mais monsieur Jean, c'est bien, mais il y a des fois, on est obligé de passer par ses fournisseurs. Je suis d'accord. Des fois, on n'a pas le choix. Dans ce cas-là, c'est une analyse de risque, encore une fois, qu'on fait. Et derrière, comment on gère cette relation avec ce fournisseur-là. Donc, il y a des techniques qui existent pour augmenter l'attrait de ce fournisseur vis-à-vis de vous. Ou sinon, de le gérer autant faire se peut, comme par exemple l'aérien, où là, on va supporter des augmentations de prix, comment on fait pour gérer différemment ces augmentations. Alors, il y a une petite, juste après l'observation de Michael Sita, une petite, justement, réflexion. Donc, je suis fortement intéressée pour avoir les informations et le fonctionnement de cette nouvelle structure sur la supply chain en Guadeloupe. Donc, ce sera aussi l'occasion de communiquer vos contacts. Oui, tout à fait. Alors, ce que je propose, malheureusement, c'est toujours pareil, on avait fait le test 1 heure avant la présentation fonctionnait, c'est que je passerai par l'UDO MEDEF, je transmettrai ma présentation et le contact aussi pour le réseau des acheteurs et logisticiens de la Caraïbe. Donc, on commence par la Guadeloupe et notre ambition, c'est de partir en Martinique aussi et la Guyane, puisqu'on a des problématiques un peu similaires et qu'on doit les traiter régionalement et en utilisant tout ce qu'on peut faire au niveau international. Et mon positionnement, il n'y a pas que la France, on est dans l'international. Et la Caraïbe, donc il faut utiliser le réseau local. Alors, tout à l'heure, tu as parlé, Jean-Michel, de cartographie des fournisseurs. Tu peux nous en dire davantage? En quoi ça consiste? Quelques éléments peut-être pour nous permettre de pouvoir faire cette cartographie. La cartographie, en fait, c'est une méthodologie tout simple qui s'opère en plusieurs étapes. Vous allez voir, c'est du bon sens. La première des choses, c'est collecter les données achats, vos flux logistiques, l'état de vos stocks, qui vous achetez, combien vous achetez, tous les combien vous achetez, où est votre fournisseur, quelles sont les dernières commandes. Donc, toutes ces informations que soit vous avez un ERP, un système dans lequel vous entrez ces informations, soit c'est un fichier Excel, soit c'est votre comptable qui a ces informations-là au travers des logiciels comptables qu'il saisisse ou que vous saisissez directement. Donc ça, c'est collecter l'information. Une fois que vous avez collecté l'information, vous allez essayer d'identifier. Alors vous avez plusieurs techniques, ce qu'on appelle le Pareto, le 80-20, identifier quels sont les fournisseurs qui sont les plus importants chez vous. Ça, c'est une première manière de faire en termes de chiffre d'affaires. Chez qui vous dépensez le plus. Ça peut être une manière de le faire. Ou quand vous avez la connaissance fine et en général vous l'avez, de votre réseau fournisseur, quels sont les fournisseurs qui sont critiques pour vous, même si vous dépensez peu chez eux. Il faut bien intégrer ces éléments-là. Donc, une fois que vous avez ces éléments-là sous un beau tableau Excel, en général, c'est ce que nous faisons, vous allez identifier, pour ce fournisseur-là, et compte tenu de la situation, est-ce que ce fournisseur, de ce que je sais, est-ce que ce fournisseur est à risque? Et dans ce cas-là, ne pas hésiter à les contacter, ces fournisseurs-là. Et s'il est à risque, quel est l'impact vis-à-vis de mon business, vis-à-vis de mes prestations, de la fourniture de mes services ou produits vis-à-vis de mes clients? Et donc là, vous allez cartographier sur une matrice, un outil, un petit tableau, un graphique plutôt, où vous allez identifier l'impact et la probabilité.
Et comme je le disais, ceux qui sont très critiques en termes d'impact, celui-ci, s'il ne me livre plus, je ne peux plus délivrer mes produits ou mes services. Et en particulier, la probabilité qu'il arrête, il est déjà arrêté, ou il va arrêter sous peu. Et dans ce cas-là, ce sont ces fournisseurs-là qui doivent être traités en priorité. Donc l'approche stratégique est importante dans les achats, comme dans tout secteur d'entreprise, mais ayez une approche stratégique de votre chaîne d'approvisionnement et des achats. Ok. On a aussi une réflexion de Michael Sita. Oui. Donc, concernant la dépendance fournisseur, du coup, cela peut-il valoir le coût ou le coût, avec exactement un jeu de mots, de passer par un distributeur plutôt qu'un fournisseur direct? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tout dépend, encore une fois, hein, tout dépend de qu'est-ce que représente le fournisseur pour vous. Si effectivement, vous n'êtes pas important chez ce fournisseur et qu'un distributeur a du poids chez ce fournisseur, effectivement, déléguez. Ne vous embêtez pas. Ce prestataire, le distributeur, lui, va gérer des volumes. On en revient à pourquoi pas globaliser des commandes. D'accord? Donc ça, c'est une manière. Ensuite, derrière, si ce fournisseur est critique pour vous, des fois, et que vous représentez un certain volume chez lui, vaut mieux garder la maîtrise de ce fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Le taux de dépendance aussi, parce que c'est une notion qui est importante, c'est le chiffre d'affaires que vous faites chez ce fournisseur par rapport à son chiffre d'affaires total. C'est ça qu'il faut regarder. Quand vous êtes en dessous de 1%, de 2%, ça veut dire que vos fournisseurs, pour vous, vous ne représentez rien chez ce fournisseur-là. Donc, vous ne serez pas prioritaire. Je vais vous donner un exemple. Vous avez dans le commercial, vous avez des grands comptes, vous avez des commerciaux. Quand ils viennent vous dérouler le tapis rouge et qu'ils vous appellent tous les mois, cela veut dire que pour vous, vous êtes un client important. Donc, derrière, c'est un signe que, a priori, vous avez un poids chez ce fournisseur-là. Et donc, une capacité, il n'y a pas que de la négociation, d'intérêt pour ce fournisseur. Donc, voilà. Donc, pour résumer, oui, c'est une solution de passer par un distributeur, si tant est que ça répond à la stratégie. Et deux entreprises du même secteur d'activité n'auront pas la même stratégie. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté, d'avoir été actif et participatif. Et puis, on se dit à bientôt. Hein.